Merci infiniment à tous les deux pour vos mots d'accueil et merci infiniment à Catherine Pégard d'avoir pris le temps, malgré un agenda très chargé, de venir nous accueillir en cet auditorium qui n'a qu'un seul défaut, il n'y a pas de marbre, ce qui est quand même à Versailles presque un non-sens. Enfin bon, nous pardonnerons à l'architecte. Alors, je ne vais pas tout vous dire de ce livre, mais je voudrais quand même vous présenter quelques éléments. Et je débuterai en vous disant que Versailles en ses marbres est le fruit d'années de recherche, de nombreuses années de recherche, où j'ai avancé comme un escargot. Et ces recherches ont été débutées dans le bureau d'un ancien conservateur de Versailles, Christian Bollez, qui me confia ce sujet dont il connaissait toute la beauté, sujet qui est devenu celui de ma thèse sous la direction du regretté Antoine Schnapper. C'est aussi cet ouvrage le fruit d'une aventure éditoriale qui n'a été possible que grâce à de généreux mécènes. Tout d'abord un particulier, puis la Société des Amis de Versailles, la Fondation Obélisque, le groupe Vinci, la Fondation Ville et Patrimoine, mais également la collaboration du Château de Versailles, qui a prêté, entre guillemets, à l'association Artena le génial talent de l'un de ses photographes, qui me fait le plaisir et l'amitié d'être là, Christophe Fouin, qui a réalisé l'essentiel des photographies de cet ouvrage. Et je ne saurais que trop remercier toutes ces fées qui se sont penchées sur le berceau de ce livre, puisque sans elles, sans les mécènes, et notamment sans ceux qui sont présents ici ce soir et qui me font cette amitié, sans le soutien du château de Versailles, sans le talent de Christophe, cet ouvrage n'aurait pas existé. Et je crois pouvoir, sans orgueil, dire que c'est un bel objet. Je ne me prononcerai pas sur le texte, mais en tout cas que les photos sont belles, que le travail éditorial est magnifique, la maquette notamment réalisée par Philippe Arnaud, ce qui a valu d'ailleurs à cet ouvrage d'obtenir un prix qui a entraîné l'annulation de la conférence qui était initialement prévue. Donc je m'excuse pour ceux qui avaient prévu d'être là au mois de... je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, enfin bref, la première conférence prévue nous avons dû annuler en raison de la remise de ce prix. Alors Versailles en ses marbres, dont je ne vous dirai pas tout pour que vous puissiez le lire, est une histoire en 3 temps. Celle de la matière, celle des hommes, comme l'a si bien dit Catherine Pégard, et celle des œuvres. Et donc j'essaierai de vous donner ce soir une sorte d'assaggiamento, comme disent les Italiens, un petit avant-goût pour que vous ayez peut-être celui de regarder plus en détail dans l'ouvrage. La matière tout d'abord. Le marbre, par ce seul mot, renvoie à l'idée de la noblesse, de la dureté, de la brillance, et est associé immédiatement, en tout cas dans l'imaginaire collectif, à la statuaire et à l'Italie, à Carrare surtout, notamment à la célèbre carrière de la Cervaiole, où tant de sculpteurs ont été chercher ce marbre blanc immaculé, qui serait le marbre par excellence. Il est cependant des marbres comme de l'heureuse diversité de la nature, des essences par milliers et une savoureuse variété de couleurs et de veines. Le marbre est bien plus que l'éclatante blancheur de Carrare, si belle soit-elle, et son utilisation n'a jamais été réservée à la sculpture, même si il est la matière reine des sculpteurs. Sa variété, sa rareté, la diversité de ses coloris, de ses veines, la difficulté aussi à l'extraire, à le travailler, le brillant dont il est susceptible, font du marbre une pierre que beaucoup ont comparée aux pierres précieuses et qui revêt d'ailleurs sous la plume des philosophes et des théologiens souvent une symbolique puissante. Après Rome, qui sous l'Antiquité en a fait un de ses matériaux préférés et qui a rassemblé des extrémités de son empire les essences les plus diverses, c'est l'Italie qui va, à la Renaissance, redécouvrir cette matière et l'exploiter avec un sens inégalé de la couleur. Puis luxe, rareté, beauté, étrangeté, lumière, brillance, éternité ont tout d'un coup justifié son emploi dans les maisons royales. Louis XIV, en souhaitant faire de Versailles et plus largement de l'ensemble de ses résidences
les véritables instruments de son pouvoir, a repris l'exemple des empereurs. La translatio imperii favorise de toute évidence une translatio marmori et le développement d'une véritable politique royale du marbre, pour reprendre l'heureuse expression de Geneviève Bresque-Bauthier. Ce nuancier de la nature, dont je vous montre ici un petit échantillonnage, qui a donc fasciné les amateurs, fasciné aussi les hommes de science, qui se sont plus à examiner ces vénages, qui dessinent des figures ou des accidents, comme on les appelle au XVIIe, enfin au XVIIe et au XVIIIe, n'est cependant jamais aussi beau que lorsqu'il est mis en valeur, accompagné, magnifié par le talent d'artistes ou d'artisans qui osent s'en emparer. Et le détail ici de la rosace des marbres du palais de Charles-Lorraine, qui représente des marbres flamands, le démontre éloquemment. En France, le marbre n'a peut-être jamais été, autant que dans les années 1670-1720, le véhicule d'un art royal au service de la politique et de la symbolique, avec, je vous l'ai dit, une référence antique et romaine tout à fait évidente, mais en considérant les sommes considérables qui ont été dépensées pour obtenir du marbre, pour l'acheminer, pour le travailler, il faut reconnaître que l'utilisation du marbre à Versailles et dans les maisons royales ne pouvait pas relever d'un désir passager ou d'une simple conception décorative que le bois, des années plus tard, est si bien parvenu à développer. Et de tout temps, ces dépenses nécessaires à l'emploi du marbre avaient paru excessives. Pline déjà les dénonçait, je vous mets cette citation qui est si célèbre de son histoire naturelle, et il fustigeait notamment le prix de ses travaux, l'énormité des masses qu'il doit emporter et traîner, et cette œuvre, pour dire plus vrai, ces souffrances humaines, quels en sont les résultats utiles, quels autres plaisirs engendrent-elles, sinon celui de reposer au milieu de pierres aux taches colorées, comme si en vérité les ténèbres nocturnes, qui pour chacun occupent la moitié de la vie, ne dérobaient pas ce plaisir. Le même constat de cette dénonciation par Pline de ces dépenses excessives pourrait être fait pour les XVIIe et XVIIIe siècles. La France, en élaborant un discours symbolique du marbre au cours du règne de Louis XIV, ne faisait en réalité donc que se réapproprier une pensée ancienne et dont les racines sont antiques. Et cette fascination pour la matière va nécessiter la mise en place d'une véritable administration des marbres et entraîner donc des dépenses considérables. La France n'avait pas de tradition marbrière, ou une tradition marbrière extrêmement faible, et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas en Italie, mais dans les Pays-Bas méridionaux, que Louis XIV va aller chercher les hommes, mais aussi parfois la matière, qui seront les artisans de sa fameuse politique royale du marbre. Il faut trouver de la matière, il faut l'acheminer et il faut la travailler. Et l'administration qui se met en place devint, au tournant du XVIIe siècle, un véritable service des marbres sous la surintendance de Jules Hardouin-Mansart, qui sera dédié entièrement à l'approvisionnement en marbre. Et cette dernière est parfois une véritable aventure. Louis XIV, en effet, est soucieux, dans le domaine marbrier, comme d'ailleurs dans bien d'autres, de concurrencer l'Italie. Il va donc tout d'abord s'efforcer de faire chercher, sur son propre sol, notamment dans les Pyrénées et dans le Languedoc, de nouveaux gisements susceptibles de fournir les bâtiments royaux. Des marbrières antiques sont rouvertes et de nouvelles veines sont découvertes. Et cette histoire du marbre est absolument passionnante. Elle est passionnante d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue technique. D'un point de vue économique, tout d'abord, parce que derrière l'histoire du marbre, il y a bien évidemment toujours une question économique. Acheminer du marbre, et notamment l'acheminer d'Italie, coûte cher, très cher. Il faut le voiturer et les dangers en mer comme sur terre sont parfois importants. C'est ensuite une histoire politique. Politique car il y a de la part de Louis XIV
la volonté évidente de démontrer que les richesses du royaume de France sont, si ce n'est plus grandes, du moins égales à celles de ses voisins. En réalité, cette démonstration est parfois la construction d'un discours que les historiographes du roi, et notamment Philibien, puis après lui tous ceux qui reprirent ses écrits, n'ont pas hésité à pousser peut-être un peu trop loin. Et l'examen attentif de la politique du marbre sous Louis XIV démontre en réalité que la part accordée à l'Italie et aux Pays-Bas méridionaux est belle et que le choix du roi est toujours non pas pour la France, mais pour ce qu'il y a de plus beau. Ensuite, technique, car chaque carrière présente ses difficultés propres. Non seulement en raison de la nature du terrain sur lequel elle est située, comme celle de Saint-Béat par exemple, dont vous avez ici une vue ancienne qui est sur un escarpement rocheux qui a entraîné bien des morts puisque l'on précipitait les blocs du haut de la carrière, et donc les archives abondent de plaintes de la part notamment des pauvres paysans dont le bétail était écrasé sous le poids des blocs qui tombaient avec fracas au bas de la carrière. Donc difficulté du terrain, difficulté aussi de la nature même du marbre qui, suivant les essences, peut être parfois extrêmement complexe à extraire. Et il faut parfois, enfin souvent même, adapter les techniques d'extraction. Et on imagine mal aujourd'hui le travail que requérait l'extraction des blocs et notamment des colonnes. Mais Louis XIV, malgré toutes ces difficultés, va donc s'efforcer d'obtenir les marbres les plus beaux, en favorisant, tant que faire se peut, si la beauté est équivalente, les carrières françaises. Il va donc tout d'abord faire rechercher du marbre dans les Pyrénées. Et les Pyrénées vont s'avérer particulièrement riches en marbre coloré, avec des veinages extrêmement variés, notamment à Bérède, enfin à Sarancolin plus exactement, et à Sarancolin dans une carrière que Louis XIV fera ouvrir, qui est la carrière de Bérède, qui a livré les quasi-tableaux abstraits qui composent le bas-lambris du salon d'Hercule et également la célébrissime cheminée de ce même salon. Donc Sarancolin tout d'abord. Non loin de Sarancolin, Campan. Campan, gigantesque marbrière, qui paraît presque inépuisable, tellement elle est abondante, et qui présente l'avantage non négligeable de présenter des nuances variées qui vont du vert vert ou vert amande, au campan grand mélange, en passant par le campan rouge ou même le campan Isabelle. Et c'est cette marbrière de Campan, donc à Espiadé, non loin de Sarancolin, qui va livrer notamment les célèbres colonnes du péristyle du Grand Trianon. L'exploitation, cependant, de ces deux carrières, et j'y reviendrai, est rendue parfois extrêmement complexe en raison de la difficulté d'acheminer les blocs et les colonnes, une fois extraites, de la carrière jusqu'à une voie navigable. Après les Pyrénées vient le Languedoc, terre elle aussi particulièrement abondante en marbre, et notamment le massif de Caunes, Caunes en Minervois, qui semble inépuisable et abondé de ces somptueux marbres rouges ou roses, comme on les appela parfois, qui ornent et font toute la beauté du Grand Trianon pour ce fameux grand incarnat qui polie est d'un rouge vif, mais qui, après altération de l'air et de l'eau, prend cette teinte un peu rosée qui lui a valu des descriptions poétiques. Languedoc qui livre également d'autres essences, toujours dans le même massif, enfin en tout cas non loin, dans un massif voisin, celui de Féline, dans deux carrières notamment, qui livrent la célèbre griotte dite d'Italie, appellation commerciale bien connue des hommes du XVIIe, pour essayer de vendre plus cher. En fait, c'est une griotte bien française, et la griotte dite œil de perdrix, qui compose notamment la somptueuse cheminée du bureau du roi, dont vous avez ici un détail. Marbre aussi dans le Roussillon et la Provence, et notamment, toujours avec ces mêmes subtilités d'un langage commercial mensonger, de la fameuse brèche d'Alep,
qui n'a rien de syrien, bien au contraire, puisqu'elle est exploitée au Tolonnais, non loin d'Aix-en-Provence. Et cette carrière, ouverte tardivement, au XVIIIe seulement, va livrer elle aussi plusieurs veines de très grande beauté, notamment cette veine de jaune très particulier qui a été utilisée ici pour cette somptueuse cheminée avec cette belle chute rocailleuse qui est aujourd'hui dans la seconde antichambre de Madame Victoire. Bien des essences, cependant, n'ont pas d'équivalent en France. Et comme je vous le disais tout à l'heure, faute de trouver un équivalent, le roi va toujours préférer le plus beau. C'est le cas notamment pour le portor. Louis XIV va faire chercher du portor dans plusieurs endroits et l'on croit ou l'on espère à un moment y parvenir lorsque l'on découvre à Saint-Maximin, un lieu cher à son cœur puisqu'il y avait été en pèlerinage, une carrière qui est aujourd'hui encore, non pas exploitée, mais qui existe toujours et qui est merveilleusement conservée par un particulier. Et cette carrière livre donc ce marbre noir portant des veines d'or, portoro, dont on espère qu'il va livrer des blocs aussi beaux que le véritable portor qui est italien, puisqu'il est extrait sur l'île de Palmaria, à La Spezia, en Italie. Cependant, le portor n'a jamais livré d'aussi beaux blocs que ceux de la carrière italienne, enfin le portor de Saint-Maximin, la carrière des ganelles ou des étendards. Et donc Louis XIV s'est finalement résolu à n'utiliser le portor de Saint-Maximin que dans des éléments de détail. C'est ainsi que lorsque la balustrade haute de l'escalier de la Reine s'est effondrée, une partie de la balustrade, sous le poids excessif de certaines personnes qui se pressaient dans les grands appartements, on a remplacé un petit bout de marbre par du marbre noir, par du portor de Saint-Maximin, dont les veines or étaient donc si peu visibles qu'il pouvait sembler être entièrement noir. Autre échec aussi, celui d'obtenir des marbres aussi beaux que ceux qui étaient exploités dans les anciens Pays-Bas méridionaux, ou plus exactement dans l'ancien pays d'Entre-Sambre et Meuse, comme on l'appelait alors, avec ces marbres inimitables que sont notamment le marbre de Barbançon, un marbre qui présente plusieurs veines, mais une dont vous avez ici un échantillon à la partie haute, ce noir profond avec un blanc nuageux tout à fait particulier, qui est d'ailleurs présent aussi pour la rampe de l'escalier de la Reine, et qui est le marbre utilisé pour les colonnes, les célèbres colonnes du baldaquin du Val-de-Grâce, qui va être l'une des premières grandes réalisations marbrières dans les années 60 du règne de Louis XIV. On continue cependant à exploiter d'autres marbres, mais qui sont plus difficiles à exploiter que le Barbançon, en France, notamment des très beaux marbres noirs et blancs, le petit antique de Esch, à Esch, dans les Pyrénées, et le grand antique qui, lui, est exploité à Aubert, non loin de Saint-Giron. Et puis surtout, on ne trouve pas l'équivalent de ce marbre de Rance, qui est l'un des marbres rois de Versailles, et qui, là encore, doit infléchir cette lecture si rapidement nationaliste dans le choix des marbres versaillais. Versailles est un palais construit essentiellement, en tout cas pour le rythme de ses colonnes et de ses pilastres, en marbre de Rance, qui règne dans la cour de marbre, mais également dans la grande galerie, et puis bien sûr au salon d'Hercule. C'est un marbre inimitable, par ses veines agates très belles, et puis ses concrétions tout à fait particulières qui le rendent immédiatement reconnaissable, les fameuses queues de rat, qui sont visibles ici. Donc, voilà. Et ce marbre est d'autant plus présent à Versailles que son exploitation est facilitée par la carrière, mais également par la voiture que le marbre doit effectuer pour arriver jusqu'à Versailles, puisqu'il est relativement aisé de l'acheminer du petit village de Rance, dans le comté de Beaumont, quasiment à la frontière française à l'époque, jusqu'à Paris, puisqu'il emprunte l'Oise et de là regagne donc Paris.
Ces marbres, dans leur diversité, dont je vous présente ici que les essences principales, sont en effet, une fois exploités, on va dire, la difficulté, une fois qu'ils ont été exploités, pardonnez-moi, est de les voiturer. Et dans certaines carrières, la voiture rend quasiment impossible une exploitation intensive. La voiture des marbres est d'abord terrestre, ce qui, en fonction de la situation géographique de la carrière, peut être particulièrement complexe. Il faut sans cesse, et les archives abondent de détails de ce genre, réparer les chemins qu'empruntent les chariots tirés par les bœufs, et dont on a parfois gardé quelques vestiges, comme ici à Caunes, où vous voyez le chemin de Lys, qui est quand même à pic de la petite montagne sur laquelle se situe la carrière. Et puis, il faut aussi établir de nouveaux chemins qui n'existent pas, notamment le chemin dont vous avez ici le tracé, par cette carte qui sera établie à la demande du duc d'Antin, chemin qui est établi donc, pour faire passer les marbres de Bérède à Campan, et ainsi permettre les quelques rares mois de l'année où cela est possible au bloc de pouvoir gagner ensuite Toulouse, et de Toulouse Bordeaux, et de Bordeaux Rouen, et du Rouen Paris. En effet, la difficulté des Pyrénées est que les cours d'eau qui sont proches des carrières de Campan et de Sarancolin, carrières superbes et livrant de magnifiques marbres, même s'ils sont difficiles à exploiter, sont à côté donc d'un cours d'eau tout petit qui est soit gelé l'hiver, soit à sec l'été. Et donc on ne dispose en réalité que de 3 à 4 mois pour pouvoir utiliser ce tout petit cours d'eau et de là regagner la Garonne, puis ensuite, comme je vous l'ai dit, Bordeaux, etc. Donc la voiture des marbres a toujours été une véritable aventure, une aventure qui parfois a entraîné le renoncement à certains projets, tant en raison de la difficulté à extraire sur place, parce que l'extraction est aussi parfois extrêmement difficile, soit encore parce que l'acheminement était trop périlleux ou même impossible. Et nous avons la trace dans les archives des efforts importants qui sont consentis pour voiturer des marbres. Toute petite anecdote, Louis XIV n'hésitera pas à écrire à ses ennemis, alors que nous sommes en pleine guerre de Hollande, pour leur demander de bien vouloir laisser ces chariots remplis de marbre pouvoir traverser les troupes ennemies, puisque son marbre doit être livré à Versailles, où il doit continuer la construction. Et le marbre de Rance arriva. Donc on a peine à imaginer ce que pouvait donner la scène, mais il en fut ainsi. Une fois voituré, donc descendu de la carrière, plus exactement, ou mis sur des cours d'eau, ou encore sur le célèbre canal du Midi, qui va beaucoup faciliter la voiture des marbres. Donc le canal du Midi, c'est cette merveille de l'Europe, hein, comme dira Vauban, le plus beau et le plus noble ouvrage de cette espèce jamais entrepris. Le canal du Midi a considérablement facilité la voiture des marbres, notamment des marbres de Caunes, puisqu'en effet, il passe non loin des marbrières de Caunes et de Féline, donc ces beaux marbres, le Grand Incarnat et la Griotte. Et grâce à cela, la carrière de Caunes va pouvoir abondamment livrer les chantiers royaux. Donc magnifique entreprise dont vous connaissez tous aussi la beauté de ces ponts, de ces écluses et autres constructions. Une fois arrivé donc au port, que ce soit à Toulon, à Marseille ou encore à Bordeaux, il restait au marbre un chemin assez considérable à parcourir et qui était peut-être même le plus difficile. Les témoignages d'accidents, de difficiles négociations aussi avec les capitaines, abondent là aussi dans les archives, et nous savons que des machines durent parfois être inventées pour pouvoir ne serait-ce que mettre des blocs sur les bateaux, comme c'est le cas dans ce croquis que vous avez dans le Théâtre des instruments mathématiques et mécaniques de Jacques Besson. Donc après un long et périlleux chemin, les marbres parvenaient à Rouen ou au Havre, où ils étaient alors pris en charge par les voituriers Parrot, puis conduits jusqu'au port parisien.
Les 2 lieux de déchargement étaient le port Saint-Nicolas, en face du Louvre, ou encore le port de la Conférence, actuelle place de la Concorde. Mais il y en avait également d'autres, le port de la Grenouillère, etc. Débarqués sur ces ports parisiens, les marbres étaient ensuite disposés dans les magasins du roi. Alors il y a eu plusieurs magasins, mais le plus important et le plus célèbre a sans doute été celui de la place Louis-le-Grand. C'est enfin, au bout d'une longue aventure, là que les hommes du marbre pouvaient intervenir. Cette histoire passionnante des marbriers du roi n'avait jamais été écrite. C'est une histoire un peu austère, je le concède, parce qu'il s'agit d'un travail, on va dire, d'érudition dans la tradition d'Antoine Schnapper, c'est-à-dire de l'histoire sociale, de l'histoire économique, réalisée grâce à des dépouillements d'archives très importants, avec des milliers de cotes. Mais ce travail de bénédictin, pour austère qu'il soit, a permis de rétablir des généalogies, parfois très complexes, et de retracer les liens tissés entre ces différentes familles. Donc je ne vais pas exposer en détail l'histoire des hommes, puisque ce serait sans doute trop rébarbatif pour vous, mais je vous indique cependant que ces simples artisans étaient aussi de véritables entrepreneurs. Et ils ont parfois réuni des fortunes que bien des artistes pouvaient leur envier. La France, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'avait pas de tradition marbrière. Et donc la première génération qui va se mettre au service du roi, comme vous le voyez sur cette carte qui montre à la fois les carrières de marbre et l'origine des marbriers, est originaire des Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire de ce fameux pays de l'Antre, Sambre et Meuse. Ce sont les Derbés, les Deux-Aigres, les Legru, les Missons, tous ces noms qui sont ceux du premier grand Versailles marbrier, si on peut l'appeler ainsi. Vient ensuite une deuxième génération qui, elle, est française. Alors, je vous ai apporté quelques arbres généalogiques, je passe très vite. C'est juste que pour que vous voyez la complexité parfois de ces dynasties où l'on n'hésitait pas, et c'est fort heureux d'ailleurs, mais à avoir de très nombreux enfants, à se marier plusieurs fois, à se marier parfois même entre cousins, entre oncles et neveux et nièces, etc., ce qui n'a pas facilité la chose. Et puis, bien évidemment, dans la bonne tradition du XVIIIe, on se marie entre soi, c'est-à-dire entre personnes d'un même milieu professionnel, et donc les liens d'une famille à l'autre sont extrêmement fréquents. La seconde génération, donc après cette première génération d'entre Sambre et Meuse, est une génération, elle, française. C'est celle notamment de Claude Félix Tarlet, qui est l'un des plus grands, qui est ici, l'un des plus grands marbriers qui est œuvré à Versailles, ou encore de Louis Trouard, qui sera le grand marbrier du règne de Louis XV. Et ces marbriers, je vous l'ai dit, dont j'ai pu reconstituer les réseaux professionnels et amicaux, sont parfois de véritables collectionneurs. C'est ainsi que chez les Trouard, par exemple, il y a une collection digne de certains des grands amateurs de son temps. C'est à lui notamment qu'appartenaient ces bulles de savon, qui est aujourd'hui un des beaux chardins conservés au Metropolitan Museum of Art, et de même la collection de Derbé, marbrier de la première génération, était lui renommé pour ses nombreux tableaux de Boucher, dont certains sont aujourd'hui dans les collections françaises ou étrangères. Cette histoire sociale de l'art, cette histoire familiale, a aussi permis de faire revivre les quartiers. Je me suis amusée à faire un peu de cartographie, mettre plein de petits points sur le plan de Paris. Et c'est tout à fait intéressant parce que l'on s'aperçoit, c'est pas une découverte, c'est connu depuis très longtemps, et pour tous les métiers, cela s'avère vrai, mais combien les artisans sont regroupés dans des mêmes quartiers, et notamment pour les marbriers, c'est une vue plus détaillée sur le plan de Turgot, le quartier de Bonne-Nouvelle, notamment la rue Poissonnière, le boulevard Poissonnière, qui concentre l'essentiel des ateliers. Il dispose aussi, vous voyez par exemple en violet, vous avez Trouard, ce sont toutes les maisons de Trouard, et vous voyez qu'il a un nombre de maisons assez considérable dans Paris. Les marbriers sont de véritables spéculateurs immobiliers. Et qui tirent une partie de leur fortune, bien sûr, de cette spéculation. Trouard est quand même celui qui a construit l'actuel hôtel Crillon, qu'il a ensuite revendu,
Voilà, donc il avait un art de la spéculation consommé, et son fils a été architecte. Après donc la matière, après les hommes, viennent bien sûr, enfin, me direz-vous, les œuvres. Et tous ces marbres dont je vous ai parlé ont été abondamment employés donc dans les maisons royales, en tout cas sous le règne de Louis XIV. On peut dire que, passé la mort du grand roi, le goût pour le marbre disparut peu à peu pour laisser la place à la chaleur et au confort du bois. Donc je ne vais pas citer tous les grands chantiers de Louis XIV, rassurez-vous, mais il est évident que les grands décors de Louis XIV, de l'appartement des Bains jusqu'au salon d'Hercule, d'un point de vue chronologique, sans oublier bien sûr les œuvres dans les jardins, les bosquets, je pense notamment à celui de la Colonnade, ou encore bien évidemment le Grand Trianon, il n'est pas une création qui est faite sous Louis XIV appel à la polychromie du marbre. L'étude des œuvres s'ouvre d'abord par celle des lambris, notamment les lambris des grands appartements, les merveilleux lambris de hauteur des salons de Vénus et de Diane, puis ou encore les ébrasements de portes et fenêtres, où l'on voit la diversité des formes et des modèles et l'heureuse combinaison des essences pour créer une sorte de nuancier qui réjouit sans cesse l'œil. Puis ensuite, elle s'intéresse au pavement, sans cependant bien sûr proposer une étude exhaustive, mais uniquement quelques éléments, et sur le modèle de l'admirable pavement de la chapelle d'Annette, édifié au XVIe siècle sur les dessins de Philibert Delorme, les marbriers, sous la direction bien sûr des architectes, vont réaliser de nombreux pavements, d'églises surtout, avec des œuvres étonnantes dans la variété de leur composition et dont il subsiste aujourd'hui un très beau vestige à l'église du Val-de-Grâce qui a été heureusement sauvée de la dégradation. Après les pavements, les cheminées aussi ont fait ont fait l'objet d'une étude particulière, avec notamment cette polychromie extraordinaire qui se déroule dans les appartements versaillais, des chantournements rocailles, notamment de la première moitié du XVIIIe siècle, dont témoignent ici quelques éléments, donc griottes, verre de Campan, Sarancolin, dans des essences d'ailleurs différentes, peuvent ainsi orner les intérieurs. Mais c'est surtout au grand décor que l'ouvrage est consacré, et notamment à l'appartement des Bains, avec sa spectaculaire cuve monolithe, qui a valu des commentaires parfois assez drôles. Puis, bien sûr, les escaliers des ambassadeurs et de la reine, ambassadeurs dont il ne reste là aussi malheureusement plus rien, ou quasiment plus rien. La galerie des glaces, dont je vais reparler dans un instant, la chapelle, et enfin le salon d'Hercule et son extraordinaire cheminée, qui fait d'ailleurs la couverture, et ça n'est pas anodin, de l'ouvrage, cheminée monolithe, chef-d'œuvre du marbrier Claude-Félix Tarlet et du sculpteur François-Antoine Vassé, où la beauté du marbre de Sarancolin se marie au bronze doré. Le livre permet parfois de révéler des trouvailles. Et la plus spectaculaire, enfin la plus intéressante, pas spectaculaire, mais la plus intéressante, est peut-être celle qui concerne la Galerie des Glaces. Alors, la Galerie des Glaces, c'est si connu qu'on pense l'avoir épuisée. Elle a été édifiée donc sur le dessin de Jules Hardouin-Mansart et de Charles Lebrun. Et elle est donc extrêmement célèbre en raison, bien sûr, de son décor peint sublime, mais également de la qualité des matériaux, de leur mise en œuvre, de la justesse des proportions, de l'équilibre des matières, des couleurs, etc. Bon. Donc c'est la plus belle, la plus magnifique du monde, comme cela fut souvent dit. Cependant, à y regarder de plus près, cette galerie qui cède la part belle au marbre, puisque le marbre de Rance règne partout, comme il régnait déjà dans la cour de marbre. Il vient notamment par les pilastres et les colonnes, vous le voyez ici, rythmer toute l'élévation, mais également le blanc veiné de Carrare, le grand mélange ici de Campan, et puis même, vous le distinguez un tout petit peu ici, le Sarancolin qui sert d'appui. Mais donc au-delà de ce nuancier marbrier qui montre les essences principales qui sont utilisées à l'intérieur du château, ce qui est intéressant est de regarder le détail de la répartition des marbres et notamment une curiosité
pour laquelle une explication erronée a longtemps été donnée. En effet, le centre de la galerie est marqué, vous le savez, par 4 niches. Ces 4 niches, donc je ne vous en présente que 2, mais il y en a 3 qui sont à fond vert et une à fond rouge, enfin, dominante rouge. Les 3 qui sont, donc tout ça est en marbre de Campan. Les 3 qui sont de fond vert accueillent de magnifiques sculptures féminines. Celle qui est à fond rouge accueille une belle sculpture masculine. Il fut très longtemps dit que le choix des marbres était coordonné, bien évidemment, à l'iconographie des statues et qu'on avait pris le soin de choisir du marbre rouge pour le seul monsieur de cette assemblée, réservant le vert aux dames. Je caricature. En réalité, la découverte d'un plan aux Archives nationales, qui semble bien ennuyeux a priori, révèle un choix tout à fait différent. Ce plan, donc, qui paraît bien austère, est en réalité extrêmement intéressant. Vous voyez qu'il y a des lettres qui sont disposées sur ce plan, et ces lettres ont ici leur explication. A, le sieur Matteau, dit Chambranle, etc. B, le sieur Pierre Ménard. En réalité, il s'agit de la répartition par lot de la galerie pour des marbriers. Chaque marbrier a reçu un lot correspondant à 1 ou 2 travées, 1 ou 2 ébrasements du coup de fenêtres, etc. Et par un choix curieux et relativement inexplicable, il est vrai, les marbriers chargés des niches ne sont pas les mêmes. Il y a un marbrier qui est chargé de 3 niches et un autre marbrier qui est chargé d'une niche. Que s'est-il donc passé ? Comme cela s'est d'ailleurs passé pour les ébrasements de fenêtres, où vous voyez, et vous regarderez la prochaine fois que vous irez dans la galerie, il y a en réalité un choix toujours différent. Vous avez du vert-vert, vous avez du grand mélange, et des dispositions également différentes. Le marbre est travaillé en livre ouvert, ou au contraire, il est disposé en feuilles, etc. Donc c'est un joyeux petit bazar, on va dire. En tout cas, une absence de coordination réelle dans le chantier, mais qui s'explique très simplement. Il s'agit toujours de marbre de Campan. Et en réalité, l'architecte a donc demandé à ses marbriers de bien vouloir aller dans les magasins du roi, se fournir en marbre de Campan. Les marbriers sont arrivés avec leur bon à délivrer, en disant voilà, je dois avoir tant de blocs de marbre de Campan, parce que je dois travailler à la galerie de Versailles. Très bien, bah, prenez le Campan, c'est là, allez vous servir. Il charge le Campan sur son chariot, il va travailler chez lui. Manque de peau, il a pris du Campan rouge, alors qu'en fait, les autres ont pris du Campan vert. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors ensuite, bien sûr, on s'est arrangé pour changer l'histoire et on a intelligemment mis un homme sur le fond rouge et des femmes sur le fond vert. Mais en réalité, cette petite variation démontre non pas une sorte d'intelligence suprême de l'architecte, mais au contraire, bien que les architectes soient fort intelligents, je vois Frédéric Didier qui rit, mais au contraire, un manque de coordination du chantier et démontre aussi ce qu'est Versailles. On n'a pas demandé aux marbriers de recommencer. Le chantier est pressé, il faut se dépêcher, il faut achever la galerie, et peu importe finalement qu'il y ait cette heureuse diversité dans les essences d'abord, mais également dans le traitement. On n'a pas donné de direction précise aux marbriers, notamment pour les ébrasements de fenêtres. Je ne vous ai mis là aussi que 2 images que Christophe Foin a eu la gentillesse de me faire, parce que c'est impossible à photographier tout ça. Ça a l'air de rien là quand vous le voyez, mais les reflets sont terribles. Et grâce à lui, on a un merveilleux échantillonnage dans le livre. Merci encore Christophe. Mais donc, vous voyez déjà là sur ces 2 images, d'abord que tous les ébrasements ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a eu des raccords de chantier, donc là on a dû mettre un petit flippo. Et surtout, la façon dont c'est travaillé n'est pas la même, livre ouvert ou au contraire le bloc librement déroulé. Donc ce genre de découverte, qui n'est possible que si l'on s'intéresse bien évidemment au marbre, sinon on ne le voit jamais. J'étais moi-même passée 1000 fois peut-être dans cette galerie sans voir la différence de traitement des ébrasements de fenêtres. Mais c'est toute la saveur et toute la poésie de ce Versailles, et notamment de ce Versailles marbrier, et surtout cette entrée
on va dire, dans la réalité de ces chantiers, et peut-être sortir de l'image trop parfaite d'un Versailles qui serait l'expression de la symétrie, de la perfection, de la rigueur, etc. Versailles est un théâtre, c'est un décor merveilleux, mais qui est aussi merveilleux parce que justement, il se permet parfois des fantaisies. Après la beauté de la galerie, c'est bien sûr, et ces tonalités rouge-brun et or et blanc, ce sont bien sûr les salons qui la complètent, qui aussi ont fait l'objet d'une étude avec cette symphonie de verre, la fausse cheminée du salon de la guerre et la magnifique cheminée du salon de la paix, mais où les pieds droits ont mal été remontés au cours du temps. Et puis, toujours la beauté de la mise en œuvre de ces marbres. Et les récents travaux au Salon de la Paix ont révélé une fois de plus combien la construction avait été rapide, avec des murs en moellon, des agrafes très 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 nombreuses, et un décor qui, une fois de plus, est réalisé à la fois merveilleusement, puisque ces marbres sont très épais, en général, ça fait voilà, une épaisseur très très importante pour les décors, mais en même temps, tout cela est monté une fois de plus à la hâte, et ça n'est qu'un décor. Après la galerie, alors pas une découverte, puisque tout cela avait déjà été révélé par Alexandre Maral, mais des petites précisions ont pu être apportées pour la chapelle de Versailles, donc merveilleuse chapelle aujourd'hui connue comme étant l'exemple même de la chapelle palatiale, qui, dès 1684, a cependant été projetée sur des dessins bien différents de l'actuel sanctuaire, d'une merveilleuse blancheur, comme on a pu l'écrire. En effet, le premier édifice qui est projeté, que vous voyez ici à gauche, était un édifice circulaire qui devait être entièrement bâti de marbre polychrome. En effet, les ordres sont donnés pour les carrières. L'édifice devait comprendre 30 pilastres de Languedoc et de verre de Campan, 88 et de verre de Campan, oui, pardonnez-moi, et 88 colonnes de verre de Campan. Donc on a peine à imaginer ce que pouvait donner un tel ensemble, enfin ce qu'aurait donné un tel ensemble. Ce premier plan a finalement été abandonné au profit d'un second qui requérait toujours une quantité phénoménale de marbre, mais qui lui était un vaisseau longitudinal. Mais vous voyez bien ici, il existe plusieurs dessins qui ont tous été publiés, que le marbre polychrome était encore employé, vert de Campan, rouge de Languedoc, toujours cette même harmonie rouge et vert. En réalité, l'abandon de ce projet, enfin de ces deux projets polychromes, tient essentiellement à l'impossibilité devant laquelle l'on fut de pouvoir se procurer le marbre souhaité, notamment le marbre de Campan. C'était particulièrement gourmand puisqu'il fallait 88 colonnes, je le rappelle, en tout cas dans le premier projet, même si le second a été réduit. Mais Campan, dont vous avez vu tout à l'heure un faciès qui semble très simple à exploiter, est en fait un marbre difficile à extraire. Il faut le miner très souvent, donc créer, voilà. Et l'obtention de colonnes est quasiment impossible. C'est un marbre très fier et dont on peine à obtenir des colonnes. Et donc on renonce à ce projet polychrome parce que l'on n'est pas en capacité de se fournir la précieuse matière. Là aussi, ça permet de voir Versailles et Louis XIV de manière un peu différente. On a toujours l'impression que c'est un roi auquel rien ne résiste. Eh bien si, le marbre lui a résisté et il a dû renoncer. Alors ça nous a valu, me direz-vous, cette merveilleuse blancheur de la chapelle actuelle, et sans doute ne faut-il pas regretter l'abandon de cette chapelle polychrome, mais il est intéressant d'avoir présent à l'esprit que voilà, elle a été imaginée comme étant vraiment entièrement polychrome dans une harmonie de rouge et de vert. Ce projet, d'ailleurs, pour la chapelle de Versailles, est ensuite dans les livraisons, parce que les ordres sont partis aux carrières. On a commencé à extraire. Et d'ailleurs, les colonnes du Grand Trianon sont des rescapés, en fait,
des livraisons pour la chapelle. Mais parallèlement à ces projets donc très gourmands en marbre de la chapelle, il y a eu d'autres projets également gourmands en marbre dans les mêmes années, 1684-85. Un projet pour les invalides, en fait, qui va récupérer celui de la chapelle, et puis surtout un projet pour des cascades dans le parc, qui reste un peu mystérieuse, voilà, mais qui était un projet absolument gigantesque, là encore, avec de très nombreuses colonnes et une quantité absolument phénoménale de marbre que l'on a fini par abandonner. Mais tout n'a pas été perdu, bien sûr, enfin rien même n'a été perdu de ce qui avait été exploité. Et le Trianon de marbre, le merveilleux Trianon de marbre, édifié en un temps étonnamment court, a bénéficié de ces livraisons destinées tout d'abord à la chapelle. De la chapelle, dans la chapelle, il y eut cependant quand même du marbre, et notamment le pavement. Alors, ce n'est pas les photos les plus... Enfin, la grande photo est magnifique et donne l'illusion d'un sublime pavement. Les photos de détail révèlent qu'il souffre terriblement. Il a d'ailleurs été très largement et abondamment restauré. Et il y a des essences qui n'étaient pas du tout celles qui ont été utilisées au XVIIIe. Donc voilà, c'est un magnifique pavement par son dessin, aussi par son exécution, même si elle n'est pas entièrement XVIIe. Mais il n'y a plus beaucoup d'éléments encore XVIIe qui le composent aujourd'hui. Enfin, il en reste, hein, mais ils ne le sont pas tous en tout cas. L'étude des grands décors s'intéresse aussi, je vous l'ai dit, au parc, bien sûr, de Versailles, mais également de Marly et d'autres maisons royales, puisque le marbre, en effet, apporte son éclat coloré de manière tout à fait particulière dans les jardins, et des essences variées offrent aux bassins, comme celui de l'Atonne qui a récemment été restauré. Alors, faut-il, voilà, quelle version préférée entre la poésie automnale, on va dire, de l'ancienne version, et puis merveilleuse photo, là aussi due encore au talent de Christophe Fouin, de ce bassin de l'Atonne qui ressemble quand même un peu à une pyramide, voilà, un peu un gros gâteau. Je n'ai pas beaucoup de tendresse pour ce bassin. Geneviève Brest-Bottier l'appelle la pièce montée, c'est vrai que c'est bon. Mais toujours est-il que donc, le marbre a retrouvé ici son éclat coloré, et lorsque le parc se pare de son manteau de neige, c'est vrai que les effets sont absolument superbes avec des marbres restaurés. D'ailleurs, la restauration, une photo que je n'ai pas mise là mais que vous pourrez découvrir dans l'ouvrage, a aussi révélé des marques sur les blocs, puisque certains parements ont été simplement retournés et polis, et on voit apparaître une fleur de lys à un endroit, voilà, qui étaient les marques des blocs, pour montrer que les blocs étaient réservés bien sûr au roi. Donc bassin comme le bassin de l'Atonne, mais aussi bien sûr bosquet, et notamment l'extraordinaire bosquet de la Colonnade, qui résume à lui seul la politique royale du marbre dans les maisons royales. On a longtemps écrit, et jusqu'à une date récente, erronément, que la colonnade était la démonstration de la préférence française, nationale, de Louis XIV pour les marbres, et que c'était un échantillonnage de marbre français. En fait, il n'en est rien. Oui, il y a bien du marbre français, qui est le marbre de Cône, ce beau marbre rouge, qui peut donc devenir rose par moment. Mais les autres marbres sont des marbres italiens. Le blanc de Carrare, le bleu turquin, le Bardiglio, comme disent les Italiens, ou encore la brèche violette. Donc ça n'est pas du tout un échantillonnage de marbre français, mais ce sont les plus beaux marbres et les marbres que l'on considérait comme étant les plus propres à être utilisés en architecture. Hein, c'est ce qu'on trouve dans les traités d'architecture. Par exemple, le bleu turquin, il est recommandé de l'utiliser pour des ordres d'architecture, et c'est bien ici ce qui a été réalisé. Et puis, enfin, pardon, j'ai oublié ces merveilleuses photos, là aussi sous la neige, qui fait ressortir l'éclat de la polychromie. Et vous voyez bien ici, là, donc le marbre de Cône, beau marbre de Cône, avec d'ailleurs des accidents voilà, de montage. Et puis, très belle colonne de bleu turquin, c'est un bleu turquin de grande qualité, et les colonnes de brèche violette qui marquaient autrefois la seule entrée, et aujourd'hui les 4 entrées, puisque le bosquet a été ouvert sur les quatre points cardinaux. Et puis enfin, et bien sûr dans les jardins, le merveilleux grand Trianon avec ses harmonies rouge feu,
Voilà, cette sorte d'ode à la beauté du marbre de Cône qui se marie, il est vrai, particulièrement bien avec ici la pierre de Saint-Leu, le marbre de Saint-Béat, qui est le marbre choisi. Alors là, on peut dire oui que le Grand Trianon est d'ailleurs une démonstration, un échantillonnage de marbre français. Ça, c'est vrai, puisqu'on y utilise donc du marbre de Cône abondamment, très abondamment, mais également donc, du marbre de Campan, ici et dans les colonnes que je vous avais montrées tout à l'heure qui sont sur cour, et puis le blanc et, des chapiteaux et du blanc de Saint-Béat, hein, et non pas de Carrare, et la pierre de Saint-Leu. Voilà, en tout cas, dans les jardins, on le voit, les marbres composent de magnifiques tableaux et viennent apporter, là encore, une touche polychrome tout à fait savoureuse. Contempler Versailles en ces marbres, c'est donc découvrir une matière, d'abord, avec toute sa diversité, mais aussi toutes les difficultés de son exploitation, de son extraction et de son acheminement. Découvrir ensuite des hommes dont les noms avaient été trop souvent oubliés et qui s'attaquent à une matière qui est difficile. Je n'ai pas parlé du métier, mais bien évidemment, il y a aussi dans l'ouvrage quelques passages sur le métier, la manière de travailler cette matière qui est particulièrement difficile. Et puis, bien évidemment, c'est redécouvrir ou découvrir avec un regard différent peut-être des œuvres admirables qui exaltent la puissance et la grandeur du roi tout en célébrant le nuancier de la nature. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que grâce à Versailles en ces marbres, vous savouriez différemment les harmonies marbrières de Versailles, mais également éventuellement d'autres lieux. Je vous remercie.